Le professeur Charles Mutombo est avec moi pour son deuxième passage ici à Télé 50. Monsieur le physicien, bonsoir, merci d'être là. Bonsoir Gaëtan, vous allez bien? Oh, super bien, et vous-même? Oui, je vais très bien, merci. Alors, on revient, on va d'abord remettre les bases sur ce que vous avez dit la fois dernière. Je voulais que vous les dites en vos mots, parce que c'est moi qui l'avais défini précédemment. Qu'est-ce que vous entendez par théorie de l'incommodité du temps? Voilà, en fait, la théorie de l'incommodité du temps, c'est cette théorie qui vient nous faire comprendre l'expression incommodité du temps. En fait, l'incommodité du temps, ce n'est rien d'autre que le malaise ou les ressentis mal vécus dans un système donné. En fait, on considère ici le temps comme une force de perturbation, une force qui dérange le système vivant. C'est un peu ça. Donc, la théorie de l'incommodité du temps, c'est une théorie qui vient dans cette approche où le temps se présente dans un système donné de manière incommode. Donc, de manière oppressive. Voilà. Oui, de manière dérangeante aussi. Voilà, c'est très bien. Alors, parlez-nous de cette formule, finalement, mathématique, ou le modèle de mesure de l'incommodité du temps que vous avez mis en place. Vous voyez que j'ai commencé par dire c'est le malaise ou le problème, les mal vécus d'un système vivant, n'est-ce pas? Alors, j'avais posé en amont un théorème, et c'est à travers ce théorème j'avais y apposé la formule globale. Alors, le théorème disait que tout système vivant soumis à une évolution temporelle tend à manifester une incommodité proportionnelle à l'entropie de son état vécu. D'où la formule dit I égale C indice M multiplié par S multiplié par delta T. On va essayer de voir ça. On a envoyé des images à la régie pour pouvoir nous projeter afin de permettre aux gens de bien la capter, cette formule. Oui, alors il y a une constante à l'intérieur. Reprenez la formule et tant que l'image ou le visuel n'apparaissent sur la télévision. Alors je venais de dire tout à l'heure que la formule de l'incommodité du temps, c'est I égale C indice M multiplié par S multiplié par delta T. Où on a I comme l'incommodité. Cm, la constante intrinsèque de Mutombo, donc la constante d'incommodité, et S, l'entropie du système, et delta T est la durée d'exposition. Alors, avec cette formule, justement, on arrive à quoi? Ça, c'est l'échelle. On va parler de l'échelle un peu plus tard. Voilà, l'échelle, on reviendra sur ça plus tard, en fait. On va trouver d'abord la formule. S'il vous plaît, Kadi Moelo. Voilà. Alors, ici, c'est vous qui développez les théorèmes de Mutombo. Voilà, ici je dis tout système soumis à une évolution temporelle tend à manifester une incommodité proportionnelle à l'entropie de son état vécu. D'où je parlais de la formule I égale C indice M multiplié par S multiplié par delta T. Avec I qui est l'incommodité, Cm la constante de Mutombo. Donc la perméabilité ou la permittivité du système, S l'entropie du système et delta T la durée d'exposition. Et la suite, vous voulez juste voir si la formule respecte l'addition vectorielle. Parce que, de par la définition, je considère ça comme une grandeur physique vectorielle. Donc, ça a une norme, une direction, un sens. C'est un peu ça. C'est ça que vous enseignez? Voilà. Où précisément? Au campus. Au campus. Voilà. Dans le département, la faculté de sciences physique. Alors, justement. Alors, quels sont les paramètres qui influencent cette incommodité du temps? Alors, ici, je suis dans un système... Dans un espace euclidien à 3 paramètres, j'ai la constante de Mutombo, j'ai l'entropie du système et en même temps la durée d'exposition. Et c'est à travers les produits de ces 3 facteurs que je parviens à déterminer l'incommodité d'un système. Donc les 3 paramètres sont la constante de Mutombo et l'entropie et ainsi que la durée de l'exposition. Donc, c'est un peu ça. Justement, la durée d'exposition à ce temps-là qui est oppressif, justement, et c'est quantifiable finalement, après avoir mis en place cette formule. Après avoir subi des surcharges, des désorganisations dans un système, on peut quantifier ça. On peut quantifier ces gènes mécaniques. L'autre fois, j'avais donné l'exemple de 2 sources. 2 sources, par exemple, un étudiant qui passe son examen dans un auditoire A et l'autre qui passe dans un auditoire B, son examen. Si l'examen doit se passer pendant 3 heures, alors vous avez delta T qui égale 3. 3, ouais. Donc 3 heures. Et la constante
de Mutombo, c'est en fait la manière dont vous réagissez face aux contraintes. Vous voyez, dans ces temps d'exposition. Et l'entropie, c'est le désordre dans un système donné. Et j'avais bien dit que partant vous mesurez même l'entropie aussi. Voilà, l'entropie est mesurable. Le désordre dans un système est mesurable. En fait, l'étudiant A était dans une salle où il y avait plus de bruit. Et l'étudiant B dans une salle où il y avait moins de bruit. En comparant les deux, n'est-ce pas, le même temps va s'écouler, mais les deux ne présenteront pas le même rendement. C'était ça le problème. Et comme ils ne présenteront pas le même rendement, l'interprétation qu'on aura, c'est quoi? C'est lui qui se trouvait dans l'auditoire où il y avait plus de bruit a subi plus d'incommodité que celui qui était dans un auditoire où il y avait moins de bruit. Voilà l'incommodité qui vient nous permettre de comprendre ces faits-là. Et si l'étudiant qui a été exposé au bruit était habitué à travailler dès son enfance dans le bruit, il peut bien gérer cette entropie finalement et cette exposition au temps. Là, on a donné un exemple bien particulier. Oui. Là, on a donné un exemple bien particulier. On ne dira pas que dans une salle, n'est-ce pas? Dans une salle, parce que, par exemple, j'ai l'habitude d'étudier avec la musique. Et maintenant que je suis face à une contrainte donnée, si ce n'est pas de la musique, ça peut être autre dérangement. D'accord. Alors, oui. Voilà. Oui. Donc, les ordres qui se créent là-bas, ce n'est pas seulement dans les cadres que vous prenez là-bas. Oui. Vous avez l'habitude d'étudier avec la musique, mais vous arrivez dans une salle, par exemple, non aérée, une salle inconfort, une salle qui n'a pas assez de lumière. Je considère ça comme du désordre. Justement. Je considère ça comme des problèmes, le malaise que je rencontre dans ce système-là. Oui. Et voilà, l'étudiant qui se trouve là-bas aura du mal à passer son examen par rapport à celui qui se trouve dans un auditoire bien aéré et qui se trouve dans le confort. Voilà. Donc, quand on fait le calcul, finalement, on tombe sur une échelle. C'est celle-là. Voilà, quand on fait les calculs, donc par exemple, vous êtes dans une salle, n'est-ce pas, dans une salle, dans un environnement bien donné. Dans le cadre de moi, qui suis journaliste, qui présente voilà. dans un cadre, je ne suis pas en train de vanter Télé 50, c'est quand même climatisé, vous le constatez. Voilà. Alors on prend un autre journaliste, moi toujours, mais je suis peut-être ailleurs, mais c'est pas climatisé, le micro ne fonctionne pas bien, donc je subis un désordre, une entropie à peu près particulière. Comment vous faites la différence? Comment calculez-vous tout ça? Voilà, vous êtes dans une salle, vous êtes habitué à passer vos émissions dans une salle bien climatisée, bien aérée, bien comment on appelle, éclairée. Les jours où on vous mettra dans une salle où il n'y a pas de lumière, je vous assure que vous serez perturbé. Dans une salle où il n'y a pas du confort que nous trouvons ici, alors vous serez perturbé. On pourra calculer ça de manière calibrée où on considère comment on appelle le seuil qui va de 1 à 9. Quand on subdivise ça, ça fait 3 calibres à la fois pour l'entropie. Je ne parle pas encore de l'échelle. Ah, là, je suis dans l'entropie. L'entropie seulement. Oui. Ok. Reprenez, allez-y, professeur. Oui. En fait, je calibre ça. Je pars de 0 à 9. Je peux subdiviser en 3, donc de 0 jusqu'à 3, de 3 jusqu'à 6, de 6 jusqu'à 9. Ça fait 3 calibres. Alors, je peux apprécier... On peut appeler comment ces calibres? Je suis dans l'entropie, les calibres pour déterminer l'entropie d'un système. Vous voyez? Alors, ça me permettra de dire, par exemple, je suis dans un système où il y a du confort comme ici. Vous voyez? Votre entropie se trouvera dans le premier calibre, où on va de 0 à 3. Et plus on va dans des salles ou dans des milieux moins commodes, alors l'entropie commencera à dégénérer. Il y aura plus de désordre dans ce système-là. Il y aura de l'insatisfaction. Vous voyez, c'est un peu ça. Alors on va calibrer, on va voir que voilà tel monsieur dans l'endroit ou dans le milieu où il se trouve a par exemple l'entropie égale à 2. Sa valeur anthropique égale à 2. Si sa constante égale, la constante de Mutombo égale à 1,2 et que le temps qu'il passe dans ces milieux-là est égal à 2, vous faites 2 multiplié par 2 multiplié par 1,2, vous aurez la valeur de l'incommodité expliquée dans l'échelle de Mutombo. Donc le temps, l'entropie et la constante finalement, et on tombe finalement sur l'échelle, c'est ça. Voilà. On va maintenant expliquer l'échelle, professeur, si vous le voulez bien. Voilà, dans l'échelle, je pense qu'il y avait l'image. Oui, il y avait l'image de l'échelle. Oui. Voilà, cette échelle de l'incommodité permet de quantifier les gènes mécaniques d'un système vivant. Quantifier. Alors, ça va de 0 à 10. Quand vous êtes à une incommodité nulle, alors vous êtes dans votre zone de confort. Il n'y a pas de stress. Voilà, je suis moi en tout cas. Je peux réagir comme je vais. Vous voyez? Il n'y a pas d'inconfort. Mais plus vous montez, plus l'incommodité est élevée, plus le système devient vulnérable. Je vais l'expliquer. Par exemple, vous êtes à D3, votre inconfort est encore tolérable.
Vous pouvez gérer ça. Vous pouvez gérer ça. Mais plus vous montez, vous êtes à 5 par exemple, on constate que vous avez maintenant plus de préoccupations, plus de surcharges, alors on doit donner une thérapie à votre état. On doit donner une solution. Puisque vous avez maintenant une incommodité élevée, alors on doit voir dans quelle mesure donner la solution à ces problèmes-là. Soit on vous donne une pause réparatrice, ça permettra à votre système de se rétablir. Soit on va voir dans quelle mesure diminuer les fonctions, les tâches que vous avez pour que vous puissiez correctement réaliser ou rendre service bien donné. Alors c'est un peu ça. Quand on passe de 5, 6, 7, vous voyez que le système commence à devenir de plus en plus vulnérable. Je vais donner un exemple des gens que nous avons dans notre pays. Considérons un médecin qui travaille en même temps, clinique Ngaliema, en même temps, comment on appelle, HG Hospital, en même temps il est au CIK. Pensez-vous que ce médecin-là fait bien son travail? Non, il peut être un spécialiste, oui, mais est-ce qu'il fait bien son travail? C'est ça la question. Les gènes mécaniques qu'auront le patient du CIK sera différent des gènes mécaniques qu'auront les patients des HG Hospital si les médecins commencent par HG Hospital. Le matin, il vient là, il consulte les gens alors qu'il y a des ceux-là qui attendent là-bas. Plus vous attendez, plus l'incommodité augmente, plus vous avez des gènes mécaniques, du stress. Alors si c'était un cas d'urgence, un problème que vous aviez à la maison, vous vous êtes rendu à l'hôpital pensant qu'il y a les spécialistes là-bas en la matière. Il y a des médecins qu'on attend. Hein? On sait que c'est lui qui doit donner réponse, pas quelqu'un d'autre. On attend. Et vous voyez que ces problèmes-là vont perturber même le travail dans un hôpital bien donné. Là-bas, il va bien faire le travail, le temps de prendre les transports, de parcourir le chemin, arriver au CIK et commencer la consultation et donner solution au problème. Pensez-vous vraiment que ces gens-là... Alors, quels sont les symptômes sociaux ou psychologiques de l'incommodité du temps? Bon, vous avez la fatigue sociale. Je vais parler de l'application de cette théorie pour comprendre certaines qu'on appelle situations. On part par exemple en politique. En 2023, on nous avait dit que chacun de nous aura sa carte d'identité. Mais jusque-là, nous sommes là, personne n'a encore sa carte d'identité. La population a reçu l'information pour une durée bien donnée. Et ce que vous avez proclamé, ce que vous avez dit ou donné comme proposition ne s'est pas réalisé pendant le délai. Ça nous a permis de cumuler, d'avoir ce qu'on appelle l'incommodité temporelle. Et avec ce temps, ce que nous enregistrons, c'est le désespoir. Ce que nous enregistrons, c'est ce qu'on appelle, le manque de confiance à vous donner encore. À vous donner. Vous avez dit, mais vous n'avez pas réalisé. Là, nous avons subi une incommodité temporelle. Vous n'avez pas réalisé. Transposons ça dans ce qui se passe maintenant avec l'appréciation du Fonds congolais. J'ai demandé à Mathieu Takizala si la stabilité monétaire actuelle était une bombe ou justement une aubaine. Alors, est-ce qu'on peut calculer l'incommodité du temps de la population par rapport à la perte du pouvoir d'achat et prévenir soit des soulèvements, des mouvements insurrectionnels dans le futur? Alors, je pense à l'autre émission, la dernière émission, j'avais dit, j'avais donné l'exemple de la courbe de Phillips. J'avais dit que cette courbe n'est pas vérifiée en RDC. Ne se vérifie pas. Donc, c'est une courbe qui établit la relation inverse entre les taux de chômage et taux d'inflation. Dans une nation bien organisée, quand les taux de chômage baissent, alors l'inflation augmente. Et si vous avez un taux de chômage qui augmente de manière excessive, alors le taux d'inflation doit baisser. Alors on pourra voir la relation inverse de la courbe de Phillips dans votre nation. Mais il arrive que dans notre pays, on se trouve dans une situation où nous ne sommes pas en réalité indépendants. Nous dépendons des autres pour vivre. Et comme nous dépendons des autres pour vivre, notre politique monétaire ne pourra pas primer au-dessus des politiques étrangères. Politiques monétaires étrangères. Parce que vous n'avez pas des entreprises. Parce que vous ne produisez rien. Les ustensiles, les besoins que la population a, la population a, nous sommes incapables d'avoir des entreprises capables de produire ce que nous utilisons au quotidien. C'est ça l'incapacité que nous avons. Puisqu'on sera au chaos, puisqu'on sera aux arrêts, n'est-ce pas? Les arrêts, ça veut dire, à un certain niveau, les stocks vont vider.
comme les stocks vont vider, on sera obligé d'aller ailleurs acheter. Mais on n'achète pas à un prix imposé parce que nous n'avons pas produit. Je ne peux pas aller chez vous, n'est-ce pas? Vous avez fabriqué votre pain, je viens vous imposer les prix du pain. Ça ne se fera pas, n'est-ce pas? Ça ne se fera pas. Je viendrai acheter au prix que vous allez me donner. Absolument. Et c'est à ce point-là que ça fait très mal. C'est à ce point-là que ça fait très mal. Et les pays souffrent. Nous n'avons pas d'entreprise et nous supposons qu'on aura une stabilité monétaire. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas de services capables de générer les ustensiles que nous utilisons au quotidien, je vous assure que notre pays restera toujours en crise économique. À un certain moment, on dira que le dollar a baissé parce que vous avez du stock. À un moment, le dollar est maintenant au calme. À un certain moment, ça ne sera plus le cas. Ça ne sera plus le cas parce que le stock sera vidé et vous serez obligé d'aller acheter ailleurs. Et comme vous serez obligé d'aller acheter ailleurs, vous allez acheter dépendant de la monnaie extérieure. C'est ça le problème que nous avons. Ouais. Donc, je pense que la théorie ici viendra pour rayer les réformes asymétriques. Parce qu'à une période donnée, vous devez dire, nous avons tel projet, n'est-ce pas, pour réaliser telle entreprise. Nous devons normalement faire un effort, n'est-ce pas, de réaliser ces activités à X temps. Ça nous permettra de manger les fruits de cette activité. Et en mangeant les fruits de cette activité, ça nous permettra de rester dans une posture bien définie. Alors, autre question, on n'avait pas fini justement d'expliquer l'échelle de l'incommodité. Vous allez ajouter à ça cette explication. En quoi est-ce que cette théorie peut transformer notre nation ou nous permettre une prise de conscience? Voilà. En quoi ça peut permettre notre nation à avoir une prise de conscience? Voyez, dans les autres nations, dans les autres pays, le président de la République a cette obligation de rendre compte régulièrement de ce qu'il fait pendant son mandat. Il peut le faire dans les 2 ans, mais dans notre pays, quand j'ai vérifié la Constitution, il n'y a aucun article qui affirme que le président a cette obligation-là. Alors qu'il est président de la République. Il rend compte en fin d'année, je crois, au Parlement réuni en Congrès, on appelle le discours de la nation. C'est un peu ça. Il raconte à qui? C'est ça la question. Aux représentants de la population, justement, les élus et les élus des élus. Oui, il y a une chose. Là, il fait son bilan, on va dire, mais c'est le gouvernement qui rend compte directement à l'Assemblée nationale. Je vais dire une chose. Oui. Quand quelqu'un devient président de la République, il devient président de la République parce que la population lui a donné mandat. Elle a voté. Alors, c'est à ce président de rendre compte à la population. Mais ce qui se passe dans notre pays, c'est que en demandant ces comptes-là, n'est-ce pas, on se rend compte qu'on nous dirige vers les personnes nommées, que j'appelle les ministres, qui ne nous connaissent même pas. Nous n'avons pas donné mandat aux ministres pour résoudre nos problèmes. Parce que quand on fait les rapports de l'audit, on connaît comment ça fonctionne, quelles sont les failles, qu'est-ce qui n'a pas pu, qui a été nommé, il n'a pas bien fait son travail. C'est à ce point-là qu'on saura, voilà, nous avons maintenant tel problème, on ne pourra plus cheminer avec ces problèmes. On doit avoir une personne fiable pour remédier à ces problèmes. Mais est-ce que ça se fait dans ces pays? L'année passée, comment? Les mandats écoulés. Est-ce qu'on vous a dit, on vous a donné la liste des ministres qui n'ont pas pu faire correctement leur travail, qui n'ont pas assuré dans les projets? Non. Bon, beaucoup ont été reconduits même. Beaucoup ont été reconduits. Alors, donc, les services des renseignements, la présidence peut se servir de cette théorie, justement, pour connaître la satisfaction de la population, son bien-être même, afin de prévenir des grandes crises populaires. Quand vous avez un projet bien donné, vous avez un projet, vous dites par exemple, on doit construire des routes rurales à l'intérieur du pays. Alors, si on doit construire des routes rurales à l'intérieur du pays et que ces projets-là n'arrivent pas, ne se réalisent pas, alors regardez comment ça va donner l'inconfort territorial. Les gens vont commencer à quitter l'intérieur pour se focaliser ici à Kinshasa. Tous, on vient vivre ici à Kinshasa alors que les pays, la grande partie, c'est à l'intérieur. C'est parce qu'il y a de l'inconfort là-bas, parce que les projets ne se réalisent pas là-bas, que tout le monde vient ici, cherche à se débrouiller ici. Alors, dans l'incommodité du temps, on se posera la question, comme ces délais-là, ce temps-là n'a pas été respecté, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quelle est la mesure possible? Quelle est la thérapie possible pour ces projets-là? C'est pourquoi je vous ai parlé d'un rapport de l'audit, d'un rendement régulier. Est-ce qu'ils sont là vraiment en train de parler à la population? Ou ils parlent aux gens qu'il a nommés?
Parce qu'il parlait à la population n'allait pas manquer à dire que ce qui n'a pas pu marcher les années antérieures. Donc, ils sont là en train de faire rapport entre eux à la place de nous rendre compte de ce que nous lui avons donné comme pouvoir. C'est ça les problèmes que nous avons. C'est notre démocratie, malheureusement, elle a beaucoup de failles. Il y a les élus, mais les élus qui représentent leurs propres intérêts. Ces élus-là... Et les intérêts de leur famille politique. Le professeur, il ne reste pas beaucoup de temps. Existe-t-il une dimension spirituelle ou philosophique à cette incommodité du temps? L'incommodité du temps est une énergie. Ouais. C'est ce que j'avais dit l'autre fois. Les personnes vont vous critiquer en fonction de leur propre sécurité. C'est ce que je voulais signifier l'autre fois. Et l'autre fois, j'avais donné un exemple en disant ceci. L'incommodité du temps étant une énergie, elle est transmissible. On va prendre ça comme un médecin qui reçoit un patient. Si ce médecin-là, du point de vue déontologique, n'est pas bien formé, vous allez vous rendre compte que le médecin va même déranger l'état de paix du patient. Un médecin qui n'est pas accueillant, un médecin qui ne sait pas parler à un ton abordable, un médecin qui ne sait pas annexer les faits pour entamer sa thérapie, c'est un médecin qui dérange complètement le système du patient qui arrive. Les patients étant déjà en danger, mais c'est comme si les médecins permettent de parler de l'exponentiation de son état. C'est ça le plus grand problème. Alors, ça permettra de mieux modéliser les temps et de mieux interagir. Étant donné que, par exemple, dans un milieu hospitalier, les épidémies sont des urgences mathématiques, ce sont des sciences bien assises dans les relations. Alors, ces relations doivent avoir des assises déontologiques pour mieux rendre service dans un hôpital bien donné. C'est un peu ça. Alors, monsieur le professeur, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Une dernière question, peut-être, si vous pouvez nous donner un exemple concret d'intégration de cette théorie dans un milieu professionnel de votre choix, ou même dans la nation. Allez-y. Voilà, on va prendre un exemple beaucoup plus concret. On est, par exemple, en économie. Moi, je suis dans cette courbe de Phillips parce que cette courbe de Phillips, une fois vérifiée, permettra l'avancement. Ça va rendre un peu plus commode. Rapidement, oui. Ça va rendre beaucoup plus commode, un peu plus commode les réformes économiques. Alors, cette courbe n'est pas vérifiée. Si on applique la théorie de l'incommodité, on va voir cependant qu'elle dirait que nos projets ne se réalisent pas et pourquoi les projets ne se sont pas réalisés. Et on cherchera à donner la thérapie possible et en donnant la thérapie possible, ça permettra à notre économie de remonter. Merci. Merci beaucoup Charles Mutombo, physicien, professeur d'université, pour avoir expliqué justement, creuser davantage cette théorie de l'incommodité du temps. D'accord, merci beaucoup, je vous remercie. Merci à vous aussi pour votre attention. Le journal, c'est dans quelques instants avec Grâce Salamo. Restez avec nous, madame, monsieur.